m'appelle Jean-François Arsenault. Je vais présenter WooCommerce pour les 7 à 77 ans. Alors, je demanderai tout de suite aux gens, s'il y a des gens dans la salle qui ont en bas de 7 ans ou en haut de 77, s'il vous plaît, de sortir par en haut. Merci. Alors, avant de commencer, ce que j'aimerais, c'est vous donner une petite introduction. En fait, j'aimerais vous parler de commerce électronique. Aujourd'hui, on va essayer d'atteindre deux objectifs principalement. Le premier, ça va être de peser sur des boutons et de voir comment on fait pour installer la bête qu'est WooCommerce, de créer des produits de différents types, de jouer avec l'interface. Mais la deuxième, c'est également de voir tout l'enrobage autour d'un site de commerce électronique. Parce que du commerce électronique, entre vous et moi, on peut tous installer un plugin, l'activer et mettre un produit. Ce n'est pas là où la complexité d'un site de commerce électronique est. Ça serait plutôt tout ce qui vient, les questions qui viennent avant et les actions qui viennent après pour gérer. Parce que créer un site de commerce électronique, c'est l'équivalent de créer un magasin, de créer une boutique. Et il y a beaucoup plus que juste mettre des produits à la vue des visiteurs et des passants. Quelques statistiques pour vous. 49 % des Québécois l'an passé ont fait des achats en ligne. Alors, le commerce électronique, c'est maintenant une réalité au Québec, ce qui est une très bonne chose parce que je me rappelle travailler pour IBM, à l'époque, en 2001, je vendais des logiciels de commerce électronique et je croyais fermement à mes produits, comme n'importe quel vendeur, mais le Québec n'était pas prêt. Ça aura pris, en fait, en 2001, presque 15 ans pour qu'on arrive à un point où vraiment on peut dire que les Québécois achètent en ligne plus que seulement que des disques et puis des items là, en bas de 20 $. En fait, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 25 % des achats par les Québécois qui sont faits sur des sites de commerce électronique québécois. Ce que ça veut dire, par contre, en contrepartie, c'est que 75 % des achats sont faits sur des sites américains, des sites qui sont en Europe ou bien ailleurs sur la planète. Pour un paquet de raisons, par exemple, eBay n'a pas vraiment de... Même s'il y a eBay.ca, on sait très bien que la compagnie est située aux États-Unis et donc c'est considéré un commerçant électronique américain. Qui ici a une idée, c'est quoi la valeur du panier d'achat moyen du Québécois en 2014, dernière statistique? Par achat. Combien est-ce que quelqu'un met dans son cart en moyenne par achat? 50 à 60? 150? $1, je l'attendais. Je l'attendais. Le montant moyen, en fait, c'est 295 $. Oui. C'est en constante augmentation. Et il y a eu aussi une distribution hommes et femmes. Les femmes, c'est 367 $. Donc, les hommes, faites la division, c'est environ 250 $. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien, malheureusement, que les items pour femmes sont toujours pricés plus cher. On ne sait pas pourquoi. C'est comme ça. Ce qui est le plus populaire en commerce électronique, dans le monde en général, ce qu'on trouve, c'est que c'est les accessoires de mode, l'électronique, l'audio-vidéo. Au Québec, principalement, étant une société distincte, supposément, pour nous, c'est principalement le divertissement. Alors, ça va être les voyages, ça va être les salles de spectacle, les billets de spectacle, tout ce qui est entertainment en ligne, qui semble avoir la cote auprès des Québécois. C'est une surprise? Non? Oui. Ensuite, ce qu'on voit, c'est le classique. Je veux dire, on va voir les médias écrits, par exemple les journaux, les magazines, les abonnements en ligne. Également, on va voir les accessoires de beauté et de mode. Là, on retourne plus dans les catégories standards, je dirais. Moi, la statistique que j'ai le plus aimé trouver, par contre, en faisant mes recherches pour la présentation, c'est qu'en 2012, les achats mobiles au Québec représentaient 8 %. Donc, 8 % des achats étaient les achats faits sur tablette ou bien téléphone mobile. Le pourcentage est monté à 21 % en 2014. Alors, on a pratiquement triplé le pourcentage d'achats qui est fait sur une plateforme mobile. Quand on dit que responsive, ce n'est plus une option, de perdre le quart de vos visiteurs potentiellement quant à leurs achats parce que votre site n'est pas optimisé pour une plateforme mobile, ça commence à apparaître sur des revenus de vente. Donc, je vous dirais, responsive, on n'en parle plus en termes... Je pense qu'il n'y a même pas eu de présentation sur responsive cette année, tellement c'est devenu quelque chose de standard. Alors, vite, je vais me présenter. J'ai deux entreprises. Je suis intime avec WordPress, lui et moi, depuis 2006. Je l'appelle lui, je veux dire, j'aurais pu dire elle. Ça, c'est pour vous. Il s'appelait Duke, c'est pour ça.
Je parle français, anglais, puis un paquet d'autres langages. Je fais partie de WP Crowd, où on a un blog, des podcasts, on donne des informations techniques. Vous nous voyez un petit peu partout, je pense. Et je suis quelqu'un qui est généralement gentil, je suis approchable. Venez me parler, posez-moi des questions dans les corridors, ça va me faire plaisir de répondre, d'arrêter ce que je fais, et puis qu'on pique une jasette, comme on dit. Alors, notre agenda pour aujourd'hui, après ce bavardage, est quand même assez rempli. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une entreprise fictive, parce qu'il n'y a rien de plus le fun que d'avoir une compagnie qui n'existe pas pour simuler un site web. Ensuite, on va avoir à regarder à certains questionnements. Moi, j'appelle ça des questionnements existentiels. Si vous ne vous posez pas cette question-là avant de faire un projet WooCommerce, bien, je pense que vous manquez quelque chose. Je pense que vos clients vont peut-être vous amener des surprises en cours de route. Ensuite, on va principalement passer à la section démo. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter un site live. J'ai un site WordPress. Il n'y a rien installé dedans. J'ai installé le thème Storefront et c'est tout. Alors, on va se monter un site, faire des produits, différents produits, regarder comment ça fonctionne et tester le checkout. Et puis ensuite, bien, on va parler de ce qui vient après. Comme je vous disais, gestion et promotion. Il ne faut pas oublier ces items-là. Moi, j'ai tendance à dire qu'une fois que le site est lancé, pour le client et pour nous, ça vient juste de commencer, là. La partie de plaisir commence. Que ce soit parce qu'il y a trop de visiteurs, pas assez de produits, les mauvais prix, etc. Il y a un paquet de stratégies marketing qui doivent venir en ligne de compte. Si jamais il y a des questions pendant qu'on discute, moi, j'aime ça prendre les questions en contexte. Levez votre main. Si je vous vois, je vais prendre la question tout de suite, répondre rapidement, puis on va passer à la suite des choses. OK? Alors, notre entreprise s'appelle, c'est super original, il y a un contexte pour ça, je fais partie de kittycount.com. Alors, on va appeler ça sourispourchat.com. Et puis, essentiellement, on va vendre des petites souris pour nos amis les chats. Donc, c'est simple comme ça. Et je veux juste vous avertir, moi, je travaille, je dis qu'on monte un site live, c'est vrai puis c'est pas vrai. J'utilise MAMP, j'ai un environnement local parce qu'on ne peut jamais faire confiance au Wi-Fi, surtout pas quand on présente en avant d'un auditoire. Par contre, si jamais, à la fin de ma présentation, vous trouvez que j'ai fait une super bonne job et qu'il y a vraiment un marché à développer, j'ai regardé, sourispourchat.com est encore disponible. Alors, je vous dis ça comme ça. Alors, qu'est-ce que ça prend pour faire du commerce électronique? Bien, je pense que la majorité, en fait, qui ici a déjà installé WooCommerce? J'ai environ 2/3 des mains. OK? Et qui a des clients ou des projets actifs qui utilisent WooCommerce pour faire de la vente? Environ 1/5. OK, parfait. La prochaine slide, pour vous qui avez déjà installé, va peut-être être redondant un peu, mais c'est jamais mauvais de faire une révision. Qu'est-ce qu'on a besoin pour monter un WooCommerce? Écoutez, je ne vous apprendrai rien, ça prend un nom de domaine. Ce n'est pas ma job ici de vous expliquer comment choisir un bon nom de domaine pour qu'il soit vendeur, mais je pense que si on a un nom de domaine qui fait comme 3 phrases de long, c'est évident que ce n'est peut-être pas optimal en termes de toute notre stratégie marketing. Donc, un nom de domaine, ça nous prend également un hébergeur web moderne. J'ai fait exprès de ne pas mettre de nom de compagnie, bien que chacun d'entre nous ici a probablement ses favoris. Par contre, je vous dirais que les règles du jeu avec WooCommerce, les dernières versions, et WordPress, on commence à augmenter les requis techniques. On commence à augmenter les versions de MySQL qui sont recommandées et on commence également à réfléchir à PHP 7. Mais on ne peut pas forcer PHP 7, donc on monte par baby steps. Ceci étant dit, il y a beaucoup d'hébergeurs qui maintenant sont obligés de réviser leur stack, d'augmenter les capacités techniques de leur hébergement. Regardez ça. Est-ce que vous avez PHP 5.6 au moins, MySQL 5.6 au moins? Sinon, posez la question. Des fois, les hébergeurs ont d'autres serveurs ou des fois, c'est peut-être de considérer un autre hébergeur si vous êtes à un endroit qui ne peut pas offrir ces technologies-là. Ça nous prend WordPress, ça nous prend WooCommerce naturellement. J'ai mis également, parce qu'aujourd'hui, on va faire des abonnements, alors j'ai mis le plugin Subscription de WooCommerce. Naturellement, c'est optionnel, ça ne prend pas nécessairement ça pour vendre. Ça le prend seulement si vous allez vendre des produits de type abonnement. En termes de paiement, ben, la plateforme WooCommerce vient déjà de base supporte PayPal et puis c'est PayPal standard. Donc, ça vous sort du site, ça vous amène à la page, vous faites votre achat et ça vous ramène avec un callback sur le site. Et depuis tout récemment, en fait quelques mois, ils avaient un plugin pour la plateforme Stripe et ils ont décidé de le rendre gratuit. Et ça, je trouve que c'est la plus belle nouvelle, l'une des plus belles nouvelles que j'ai vues
en 2016. Pourquoi? Parce que Stripe est le grand ami des développeurs. C'est extrêmement rapide de se créer un compte. On n'a pas besoin de parler avec 27 intervenants à la banque ou bien chez les passerelles de paiement le plus connues. Je ne ferai pas de name dropping, mais on sait un petit peu c'est qui. Alors, Stripe est extrêmement facile à faire fonctionner. Il a des clés de test, il a des clés de production, très, très simple à utiliser. Il est gratuit. Alors, ça, c'est magique. Et ça nous le prend. En fait, je le recommande fortement, à moins que quelqu'un ait un parti pris pour PayPal. Finalement, ça nous prend également, si on va avoir le produit physique, ça va nous prendre une passerelle d'expédition. Alors là, ben, tout dépendant avec quel expéditeur vous aimez faire affaire, que ce soit UPS, Purolator, FedEx, DHL, Post Canada, ça va nous prendre ou non le plugin d'expédition. Pourquoi je dis ça? Ben, c'est parce qu'on ne va probablement pas l'utiliser pour faire des prix, mais par contre, ça va peut-être nous prendre un compte chez ce fournisseur-là pour avoir accès à des meilleurs tarifs et probablement également pour le connecter avec un plugin qui va nous permettre d'imprimer nos étiquettes d'expédition. Parce qu'on oublie, mais quand on a 50 colis, de se faire des labels dans Word, ça vient plate assez vite. Alors là, on veut essayer d'automatiser le processus. Il y a des plugins comme ShipStation, OrderCup qui permettent d'automatiser la création des étiquettes pour nous, de créer le manifeste, de l'envoyer à notre plateforme d'expédition qui, eux, vont pouvoir débiter notre compte ou bien nous facturer. C'est selon. Et la dernière chose, je dis un thème compatible avec WooCommerce. De nos jours, je dirais que la plupart des thèmes modernes sont compatibles avec WooCommerce. S'ils ne le sont pas, ce n'est pas très compliqué de le rendre. Mais ça devrait pas, dans la majorité des cas, je dirais que ça ne sera probablement pas nécessaire. Que ce soit vos thèmes favoris sur ThemeForest, par exemple, ou que ce soit des thèmes qui sont plus connus, ou même des thèmes dans WordPress.org. La plupart vont venir avec les lignes nécessaires pour une intégration WooCommerce. Et je m'attends probablement à ce que ces thèmes-là sur WordPress.org de plus en plus le fassent, naturellement parce que Automatic a fait l'acquisition de WooCommerce. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à date? Oui. Oh boy. Le multilingue, est-ce que je le gérerais dans les requis? Je pense que ça fait définitivement partie des questions. En fait, je vais le... Hey, là, j'ai de l'air d'un vrai pro. Je l'ai sur une slide qui s'en vient. OK? Donc, on va y toucher. C'est une des questions existentielles, en fait. Je te donne un teaser, un spoiler, comme on dit. Alors, comme je disais, il y a vraiment des questions qu'il faut se poser avant de commencer parce que c'est bien beau de peser les boutons. Je pense qu'ici, j'aurais confiance à ce que n'importe qui peut s'installer le plugin WooCommerce. Honnêtement, c'est vraiment pas très compliqué. Par contre, on a beaucoup de questions qu'on doit se poser. Une des premières questions qui vient, ça serait, vous allez faire un site de commerce électronique, est-ce que vous voulez vraiment vendre les produits en ligne? Puis ça peut paraître bizarre comme question, mais j'ai travaillé avec certains clients récemment qui travaillent dans des domaines d'activité tellement spécifiques que ça ne serait pas possible de vendre leurs produits en ligne. Par contre, ce qu'ils veulent, c'est un catalogue qui offre toute la flexibilité que WooCommerce peut offrir en termes de gestion de catégories, gestion de produits, les images, toutes les spécifications techniques de leurs produits, mais ne sont vraiment pas capables de permettre à des clients d'acheter en ligne. Je vous donne un exemple, des poches de ciment pour bâtir des foyers. Premièrement, ça coûterait probablement plus cher les expédier que d'aller les chercher chez la personne. Alors, il y a vraiment des choses techniques comme ça qui se passent. Et il y en a d'autres, honnêtement, qui ne sont tout simplement pas prêts. Ils aimeraient présenter leur catalogue de produits, mais le step de permettre l'achat en ligne et d'avoir tout ce qu'on va voir tantôt en termes d'organisation de back-office, ils ne sont pas encore prêts pour ces procédures-là. Alors, on fait encore des baby steps. Vous avez un catalogue, on n'a pas de prix. Ça, c'est la première question. La deuxième, et elle va paraître vraiment simple à la base, mais j'ai déjà vu des mandats où on passe des semaines avec les clients à définir qu'est-ce que vont être des attributs de produits versus des catégories, versus des sous-catégories, versus des marques. À partir du moment où vous avez un projet WooCommerce avec un client ou commerce électronique en général, vous allez forcer le client à normaliser son catalogue de produits. Et donc, des clients qui avaient leur catalogue de produits sur un chiffrier Excel ou dans Word, qui était organisé plus ou moins, ou dans un système de gestion tierce partie, tout d'un coup se voit forcé de
standardiser la façon d'approcher leurs produits, de les présenter, de les regrouper. Et cette discussion-là, moi, je l'ai vu tourner au vinaigre des fois chez certains clients. Ça s'appelle conférence où il y avait deux clients, deux personnes chez le client qui étaient, mais absolument pas d'accord sur la façon. Parce que, est-ce qu'on commence, mais je vais vous donner un exemple classique, pas classique, mais je vais vous inventer un exemple. On parle, par exemple, de T-shirt. Est-ce qu'on commence par les couleurs ou par la taille? Ça peut devenir une guerre de religion assez vite. Pensez à des produits industriels. Est-ce qu'on commence par leur application ou par leur industrie à laquelle ils sont destinés, par la nature des matériaux qui les composent? Je veux dire, il y a un nombre illimité de possibilités. Alors ça, c'est toute une discussion à avoir. Et je vous suggère de l'avoir le plus rapidement possible avec votre client. Comme on dit en anglais, « get it out of the way ». Comme ça, vous avez quelque chose avec lequel vous pouvez travailler. Parce qu'une fois qu'on a ça, là, on peut faire une importation massive du catalogue. Si on n'a pas ça, impossible. Il faut les rentrer à la main. Ça, c'est pas le fun. Un petit peu la même discussion, catégories, mots-clés, brands, un petit peu la même chose. On parle ici de taxonomie et de catégorisation. L'autre, c'est produits physiques ou virtuels. Donc, il y a certains d'entre vous qui allaient vendre des produits physiques. Il y en a d'autres qui allaient vendre des abonnements, des fichiers audio, la possibilité d'aller voir peut-être des vidéos, des podcasts, des choses comme ça. Le problème avec les produits physiques, c'est qu'il faut les shipper. Et là, quand il faut les shipper, ça prend une étiquette d'expédition. Et ça prend aussi, par exemple, qu'est-ce qui arrive si le produit arrive et il est brisé? Parce que comme dans les films, les gens ont fait super attention dans le camion quand ils ont amené le produit au client sur la porte. Alors, toutes ces choses-là, il faut y penser. Non, c'est pas une question, c'est quelqu'un qui se gratte dans le dos. OK. Les ventes hors province. On est au Québec, on vend au Québec. Super. TPS, TVQ. Merci, bonsoir. On est au Québec, on va en Ontario. Ça dépend. C'est peut-être TPS, TVQ, c'est peut-être HST. Ça dépend d'un paquet de facteurs. On est au Québec, on vend en Colombie-Britannique, ou bien au Nunavut, ou bien on vend à des Indiens, ou bien on vend en Europe. Qu'est-ce qu'on fait avec les taxes? Moi, je vous dirais, cette discussion-là, il faut l'avoir. Le client doit savoir pourquoi, parce que WooCommerce gère les taxes. On ne peut pas se permettre de faire payer des taxes à quelqu'un qui ne devrait pas en payer. Sinon, il va falloir faire un remboursement, et là, c'est compliqué, ça prend du temps. Vous ne faites plus de profit sur la vente. OK? Donc, ces questions-là, il faut se les poser. Puis le dernier, c'est le multilinguisme. Je sais que, ici, j'ai travaillé avec plusieurs personnes dans la salle et on a tous une relation amour-haine avec le multilinguisme. C'est vraiment pas facile. C'est déjà pas facile le multilinguisme sur un site WordPress. Il y a différentes techniques, différentes approches en fonction de différents scénarios. Dans le commerce électronique, c'est vraiment pas plus facile. Et puis là, il va falloir se poser des questions. Est-ce qu'on veut avoir la simplicité, quitte à dupliquer un peu de travail? Est-ce qu'on veut se casser la tête, essayer que ça soit très facile, peut-être plus intuitif pour le client? Mais là, on doit avoir un environnement de test pour tester chacun des plugins avant qu'ils soient déployés parce qu'ils pourraient briser notre site. Il y a beaucoup de questions. Écoutez, puis il n'y a pas de secret. Là, je veux dire, en termes de multilinguisme, on a différentes approches. On a WPML, il y a également Polylang, et puis il y a également Multisite. Il n'y a pas une approche qui est meilleure que l'autre. Ça dépend vraiment du scénario de déploiement qu'on va avoir. Ça dépend aussi des ressources qu'on va avoir, peut-être techniques chez le client pour gérer ces différents aspects-là. Je vous dirais que peu importe la façon que vous décidez de déployer le multilinguisme pour une installation e-commerce, l'important, c'est de bien communiquer avec votre client, bien documenter comment il va faire l'ajout de ses produits et leur traduction. Peu importe la méthode, si c'est bien documenté, belle marche à suivre, ça devrait bien aller. J'ai pas parlé d'inventaire. Non, c'est vrai, j'ai pas parlé d'inventaire. Merci beaucoup. Il y a une personne qui suit. En tout cas. Merci. Oui, l'inventaire, ben c'est ça. Est-ce qu'on en fait ou on n'en fait pas? J'avais une discussion ce matin avec quelqu'un dans les corridors et puis on parlait d'une pâtisserie. Et puis là, ben, la question, c'est de dire la personne veut mettre l'inventaire à jour, tout ça. Je dis vraiment, c'est des produits périssables. Je veux dire, à la fin de la journée, ils sont donnés aux pauvres ou bien ils sont jetés, malheureusement. Mais je veux dire, un pain ne dure pas 50 jours. Alors là, de passer à tous les jours, faire un inventaire, un décompte des pains, de mettre ça en temps réel sur le site Web, c'est peut-être un peu exagéré.
Par contre, ce qu'il y a dans le congélo en arrière, puis qui peut être vendu, puis qui a une durée de vie d'environ 2-3 semaines, oui, ça pourrait peut-être être pertinent. Il y a beaucoup de questions à se poser par rapport à l'inventaire. La première, selon moi, c'est le client, quel genre d'informations il a par rapport à son inventaire. Est-ce qu'il y a déjà un système automatisé ou bien c'est quelqu'un qui va faire un décompte manuel des produits et après ça, mettre à jour un fichier Excel ou peu importe. Il y a une incidence. Puis après ça, peu importe la méthode choisie, de quelle façon il va prendre cette information-là et la rentrer dans le site. Je veux dire, il y a une grosse différence entre un site e-commerce avec 10 produits. Là, je dirais honnêtement, allez-y à la main, rentrez, mettre le décompte, et puis là, ça va se faire tout seul. 10 produits, c'est 5 minutes de travail. S'il y a 5000 produits, par contre, là, ça devient un petit peu plus intéressant. Et là, on va voir des scénarios où on utilise des plugins d'importation. Et puis, il va falloir s'assurer que notre plugin d'importation ne brise pas le site. Alors là, ça va prendre un deuxième site pour tester l'importation d'inventaire au moins quelques fois, s'assurer que ça va bien. Et puis là, on a des clients très complexes qui, eux, vont dire, j'aimerais ça que quand j'ai des vendus sur le site, ça se répercute sur mes systèmes internes. Oh boy, là, ça devient très complexe, là. On parle d'intégration assez complexe. OK, donc, est importante cette question-là. Est-ce qu'il y en a ou il n'y en a pas? S'il n'y en a pas, wouhou! Ça va être un projet plus facile. S'il y en a, vous avez d'autres questions à poser. Oui. Bonne question. En fait, WooCommerce a déjà pensé à ça pour nous. Merci. Ce qui arrive, c'est qu'à partir du moment où un produit est ajouté dans un panier d'achat par un client sur WooCommerce, il y a une session PHP qui est démarrée et il y a un produit qui est automatiquement retiré de l'inventaire. Et WooCommerce nous permet de spécifier la durée de temps pendant laquelle le produit va être temporairement inaccessible à l'inventaire. Alors, si moi, je viens acheter le même tableau que vous 5 minutes plus tard, il ne sera tout simplement pas disponible. Et là, WooCommerce nous dit quand il n'est pas disponible, soit on l'affiche et on dit non disponible, ou bien placer un backorder, ou bien ne l'affiche tout simplement pas pour ne pas tenter quelqu'un d'autre. Oui, c'est effectivement le même principe où on a 5 minutes pour terminer notre transaction, sinon tout explose. Ouais. OK. Alors là, c'est le bout où, en bon présentateur, je n'ai pas testé mon démo. Alors, on va... Et là, ça fonctionne. OK, on va faire ça à une main. Alors là, ce que j'ai fait, dans MAMP, j'utilise MAMP Pro, donc j'ai monté mon domaine, souris-pour-chat.com. J'ai un site WordPress tout... Pardon? Ah, vous ne le voyez pas. Ouais, on va essayer ça, merci. On va essayer comme ça. Ça va être semi-acceptable. Dans l'intérêt du temps, on va continuer. Alors, c'est ça. On a un site. Moi, comme je vous ai dit, je suis allé chercher WordPress, la dernière version, installée en local. J'ai seulement qu'installé Storefront. Et ce que j'ai fait, j'ai mis 2 pages. Une page d'accueil qui est une page statique et une page blog. Comme ça, je n'avais pas de petit avertissement qui me disait « Vous n'avez pas de page blog ». Alors là, WordPress est heureux. Alors, ce qu'on va faire, on va se connecter et on va aller installer différents plugins que j'ai déjà téléchargés manuellement. Alors, je fais ça à l'instant. Vous ne voyez plus le display, hein? My God. On va arranger ça.
Ça va être juste difficile à opérer, mais on va essayer ça comme ça. Mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est même pas des jokes, c'est littéralement ça. J'ai eu trop de fun. Alors, j'ai pas de connexion Internet, ce qui est parfait. Et je vais aller chercher WooCommerce et on va l'installer. Donc, desktop. Alors, ce que je voulais montrer ici, c'est un peu le fait que WooCommerce, jusqu'à l'an passé, en fait, nous laissait pas mal laisser à nous-mêmes. Si j'aurais présenté l'année passée, j'aurais dû présenter beaucoup plus d'options. Ici, on a un genre de petite introduction. Alors, on a un petit walkthrough et qui nous permet, qui va nous poser des questions, de dire qu'est-ce que vous allez faire et en fonction de ça, qui va configurer WooCommerce pour nous. Très utile, très pratique. Je veux dire, c'est pas quelque chose où si vous êtes expert en commerce électronique, vous auriez besoin. Par contre, quelqu'un qui fait pour la première fois, ça peut être intéressant. Ça va toucher les 3-4 configurations qui sont importantes pour bien démarrer. Alors, on va peser Let's Go. Et là, on va nous dire qu'on a besoin de quelques petites choses, comme par exemple des pages, Shop, Cart, Checkout, My Account. Alors, je vais dire oui, absolument. On va continuer. Il va aller dans le back-end, il va aller me créer ces 4 pages-là et il va mettre les shortcodes nécessaires sur chacune des 4 pages pour voir le checkout, le cart, le compte, etc. Ensuite, on va déterminer où notre magasin est basé. En fonction de ça, il va localiser notre commerce. C'est peut-être mieux d'écrire Canada, il y a beaucoup de pays. Choisir notre province. On est en dollars canadiens, oui. Alors là, ici, bon, c'est un choix par rapport à votre client, kilogramme ou bien, est-ce que qu'on prend le système métrique ou impérial? Toujours la grosse question au Québec encore. On va continuer. Et là, bien, ça va demander, est-ce qu'on va faire de l'expédition de produits? Alors, on peut dire oui, je vais faire de l'expédition. Dans ce cas-ci, bien, je ne ferai pas d'expédition. Donc, je n'aurai pas besoin d'aller chercher de passerelle d'expédition. Et est-ce qu'on va charger les taxes? Ben oui, il faut faire plaisir à notre gouvernement. Alors, on peut choisir de prendre les taxes qui nous sont fournies par le système ou bien on pourrait rentrer les nôtres. Par exemple, dans certaines industries comme le livre, il y a peut-être des produits ou des régions où c'est détaxé. Alors, ça pourrait être un cas où on veut rentrer nos propres niveaux de taxes. Dans ce cas-ci, moi, je vais prendre exactement ce qu'on me donne. Je vais faire continuer. Et, wow, ça, c'est le fun, c'est nouveau. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Bien là, moi, j'ai décidé qu'on allait utiliser Stripe. Je pense qu'on fait ça comme ça. Mais vous avez les 2 plateformes qui sont gratuites essentiellement, tout dépendant. Et naturellement, un n'exclut pas l'autre. Vous pouvez avoir PayPal, vous pouvez avoir Stripe. J'ai certains clients qui désirent avoir les 2 parce que le prix de leurs achats moyens est très petit et c'est le genre de montant que quelqu'un pourrait avoir dans un compte PayPal. Donc, puis il y en a d'autres qui disent non, moi, c'est carte de crédit seulement et donc c'est Stripe et c'est tout. Alors, notre magasin est prêt, c'est super. Je ne sais pas, jusqu'à il y a 6 mois, je ne sais pas si quelqu'un l'a installé dans les dernières semaines, jusqu'à il y a 6 mois, si on pesait ça, ça nous donnait un coupon pour avoir un rabais. Je pense que je devrais peut-être le peser, comme ça j'aurai un coupon. Je pourrais faire ça. Et puis, vraiment, je veux dire, j'aime beaucoup la prise en main parce qu'ici, on nous dit, parfait, pèse ici, mon homme, viens-t'en, on va faire ton premier produit. Alors là, c'est fantastique. On connaît tous WordPress. Naturellement, on a installé un plugin, donc on connaît WordPress. Amène-nous faire notre premier produit, allons-y. Alors là, ben, c'est aussi simple que de lui donner un nom, une description, une image. Ce que je vais faire à l'instant, et on va se faire notre premier produit, qui est un produit qui s'appelle Simple. OK? Donc, il n'y a pas de complexité par rapport à ce produit-là. Et comment je vais l'appeler? Je vais être super original. Vous allez voir, là, ça va dépasser l'entendement. Le produit va s'appeler Chaton. Et je pourrais publier maintenant, mais ce que j'aimerais faire, par contre, avant, j'aimerais aller rajouter quelques informations pour mon produit. Je vais remonter, je vais enlever toutes les boîtes, ça va être fait une fois pour toutes.
Alors, on a une description longue ici. La description longue, c'est une description qui apparaîtrait en dessous de votre produit dans une boîte. C'est là où vous allez peut-être mettre des liens vers des documents PDF, des spécifications techniques, des choses comme ça. Certains clients décident de l'utiliser, d'autres non, tout dépendant de la complexité du produit. Dans notre cas, on ne l'utilisera pas. On va descendre plus bas et là, on pourrait choisir des catégories. Alors, quand je vous disais tantôt, discuter avec votre client, quelle catégorie, sous-catégorie, etc., c'est ici que ça se fait. En fait, on peut naturellement aller les créer auparavant ou on peut le faire en même temps qu'on entre nos produits. On pourrait faire l'usage de mots-clés, c'est de moins en moins utilisé, mais par contre, dans les gros catalogues, c'est quand même intéressant parce qu'ensuite, si on met des mots-clés, on peut avoir une navigation par mots-clés. Là, ça peut devenir le fun, par exemple, dans le cadre où peut-être un mot-clé, c'est une marque de pneus et on vend des pneus, bien, on pourrait aller voir tous les Nokian d'un coup, ou bien tous les BF Goodrich, etc. Alors, je descends, ce que je vais faire, je vais aller rajouter une image de produit. Je vais aller choisir un fichier pour un produit simple. Je ne pensais pas que j'aurais cette réaction-là. C'est le fun. Alors, j'ai mon image de produit. Et c'est vraiment ici où se passe la magie. C'est à cet endroit-là où on va avoir toutes nos caractéristiques par rapport à notre produit. La première chose qu'on veut faire, c'est de déterminer un prix pour un chaton. Moi, cute comme ça, avec une réaction de même, probablement que ça serait quelque chose comme ça. 299. Mais parce qu'on est à WordCamp, je vais faire un spécial à 289. OK, donc c'est un produit taxable. Oui, on n'a pas fait de classe de taxe spéciale, alors TPS et TVQ vont s'appliquer comme d'habitude. Ensuite, ben, on pourrait avoir un numéro de produit. Alors là, ça serait quelque chose comme ça. C'est un 4001. On ne va pas gérer l'inventaire. Demandez-moi pas pourquoi. Je n'ai pas de joke par rapport à ça. Les chats, l'inventaire, je ne sais pas. On ne va juste pas gérer l'inventaire. Aujourd'hui, on va se garder ça simple. D'accord? Ensuite, on va descendre, regarder, bon, il y a des poids. Maintenant, le poids, les dimensions, tout ça, important quand on fait de l'expédition, mais facultatif quand on a des produits qui sont digitaux. Dans ce cas-ci, si on faisait l'expédition de nos chatons, bien naturellement, bon, c'est un produit vivant en plus, donc je ne sais même pas si ça se fait, mais il faudrait naturellement on pourrait mettre un poids et nos dimensions, ça serait à titre informatif sur la page du produit si on veut. Et ça peut également être utilisé pour aller chercher des prix auprès des passerelles d'expédition si on décide de faire ça. Et là, il y a toute la question, puis il y a eu une discussion dernièrement dans la communauté WordPress Montréal, prix fixe versus prix automatisé ou prix de passerelle d'expédition. Honnêtement, moi, quand je magasine, d'avoir à aller jusqu'au cart avant de savoir combien ça va me coûter, c'est un petit peu tannant. Moi, je préfère qu'on me dise, regarde, c'est achat fixe, illimité, 10 $ pour le shipping, c'est tout. Gratuit en haut de 100 $. On veut ta business, on va te rendre ça simple. Mais il y a différentes écoles de pensée. Puis naturellement, bien ça, c'est dans le commerce de détail. Le commerce industriel est très différent. J'ai travaillé avec des gens qui font des produits électriques, ça se livre par palette. Les clients n'ont jamais ils n'ont jamais l'impression que ça va être gratuit, une commande. C'est clair, une commande peut peser 500 livres. Alors là, il y a une attente d'avoir un prix pour l'expédition. OK. Alors, on a passé à travers ça. Ici, on a le produit simple. Est-ce qu'on a des upsells ou des cross-sells? J'ai un chaton. Est-ce que je vais faire un upsell vers un chat mature? Ça, c'est à vous de décider. Est-ce que je vais faire un cross-sell du chat vers les souris ou bien... Je ne sais pas. Dernière chose, ici, on a des attributs de produits. Je vais nous garder ça pour nos produits variables. OK? Et puis, après ça, on a une description courte. On va rajouter une description courte. Je ne regarde pas ce que j'ai écrit, alors je pensais retourner. Oh non, j'ai pas fait ça. Merci, autocorrect. OK. Alors, on a notre produit. On va le publier. Et là, j'ai ouvert dans un autre onglet pour qu'on aille voir notre produit, ce que ça donne.
Alors, en quelques minutes, on a installé WooCommerce, on a une plateforme de paiement, elle n'est pas encore connectée parce qu'on n'a pas mis nos clés de Stripe. On a créé un produit simple, on est prêt à le vendre, moi je pense que c'est un super bon prix. Et là, je vais être obligé de justifier à mes clients qui vont voir ça sur WordPress TV dans quelques semaines que j'ai été capable de faire tout ça en 8 minutes et que je vais probablement leur charger plus que 8 minutes. Donc, ça va être le fun. Oui. En fait, la question c'est est-ce que les frais peuvent être modifiés si à un moment donné je dois est-ce que les frais peuvent être modifiés si je dois expédier en Europe? Donc, on s'attend à ce que les clients soient québécois et tout d'un coup, pouf, ils viennent de l'autre côté de l'océan. La réponse, c'est oui, mais en fait, encore mieux, il est possible de déterminer certaines règles. Il y a une interface maintenant qui est nouveau à partir de la dernière version de WooCommerce qui nous permet de déterminer en fonction de la destination, de déterminer certains taux. Avant, ceci était seulement disponible avec des extensions payantes. Maintenant, il y a certaines des possibilités de ce qu'on appelait avant Dynamic Table Rate Shipping, ou en tout cas Table Rate Shipping. Alors, certaines des fonctionnalités qui étaient dans ce plugin-là ont maintenant été ramenées dans le core de WooCommerce. Mais par contre, certaines fonctions évoluées nécessitent encore des règles complexes. Multicritères, par exemple, auront besoin de l'extension payante. Mais pour répondre à votre question, oui, ça serait possible. Oui. Oui, absolument. On a installé le plugin WooCommerce en anglais présentement. Je ne suis pas retourné dans la page de gestion des extensions, mais si je le faisais et j'étais connecté à Internet, ça aiderait. Alors, à ce moment-là, WooCommerce verrait que mon installation est en français et il irait chercher automatiquement les fichiers PO, MO et les installerait pour moi sur mon installation. Oui. Oui. En fait, ces règles-là sont déterminées sur une base produit par produit. Si on veut faire le genre de règles où on va affecter une catégorie au complet pour une autre, là, ça serait l'utilisation de plugins qui serait payant, qui serait externe, qui viendrait rajouter cette couche-là. Mais produit par produit, si on en a seulement quelques-uns, on peut très bien être très sélectif et déterminé. Oui. Bien, en fait, dans ce cas-ci, la façon qu'on a fait ça, c'est qu'on est au Québec, on vend partout au Canada et le système de base va être configuré pour charger les taxes en fonction de l'adresse de facturation du client. Donc, dans ce cas-ci, si j'ai un Ontarien qui vient acheter, il va se faire charger 13 d'HST. Et pour les autres provinces. Mais pour les autres pays, si, par exemple, je demandais de faire expédier ça, je ne sais pas moi, en Pologne ou bien en France, ça serait détaxé. À moins qu'on décide de charger les taxes, mais je ne pense pas qu'on voudrait faire ça. Ils payent déjà assez de taxes en Europe. Donc là, l'idée, c'était d'alterner entre ça et ma présentation, donc entre le démo. Mais j'ai tellement de fun tantôt, je pense qu'on va rester dans WooCommerce si ça ne vous dérange pas trop. Et puis, on va continuer. Ce qu'on voulait faire, c'était d'ajouter un produit qui était de nature variable. OK? Alors, un produit variable, c'est quoi? On va aller tout de suite ajouter un nouveau produit. Alors, un produit variable, c'est quoi? C'est un produit qui a différents attributs qui peuvent affecter ou non le prix. Tantôt, j'ai parlé l'exemple classique d'un T-shirt. Bien, un T-shirt a une couleur et a une taille. La plupart du temps, vous et moi, on va dans une boutique, peu importe la couleur et la taille du T-shirt, il n'y a pas d'incidence sur le prix. Le prix va être le même. Donc, si c'est 20 c'est 20 peu importe si vous êtes un small ou bien un XXL, ça ne dérange pas. Mais il y a certains autres produits où ça fait une différence. La fameuse pizza le vendredi soir qu'on commande avec les enfants parce qu'on est brûlé, bien, la large est plus chère que la médium, et ainsi de suite. OK? Donc, il y a une incidence. Il y a aussi une incidence pour la pizza sur les condiments qu'on va mettre. Si vous choisissez d'avoir des viandes versus des légumes, il semblerait que c'est plus cher, de mon expérience. Donc, c'est ça. Ces produits variables-là nous permettent d'avoir différents niveaux de prix en fonction de ce qu'on va avoir dans notre produit ou non. Et c'est ça qu'on va faire.
Oui, c'est bon. C'est le premier qui réalise. Moi aussi, je l'ai réalisé tantôt. Je me suis dit, on va faire un... Je suis allé chercher mes photos et là, j'ai pris des photos de chat parce que je veux gagner un concours. C'est la seule raison que j'ai trouvée. Ouais, lui. OK, donc on va aller un petit peu plus vite cette fois-ci. Essentiellement, à chaque fois qu'on crée un produit, il y a très peu d'informations. Je veux dire, il y a beaucoup de boîtes, on a vu ça défiler, mais en réalité, il y a peu d'informations qui sont absolument essentielles pour pouvoir publier un produit. Le premier, ben, ça nous prend un titre. Le deuxième, pour publier un produit, ben, moi, je recommande toujours une image. Donc, on va aller chercher une image. On ne prendra pas celle-là, on va aller en chercher une autre, naturellement. Alors, ça, c'était mon idée d'un... C'est un chat variable. Ouais. Vous pouvez choisir le du chat. Le devant, il est standard. Et à ce moment-là, ici, je vais prendre un produit variable et je vais avoir des nouveaux onglets qui vont être apparus. Alors, bon, on peut passer à travers. Je ne mettrai pas de Q, ce n'est pas vraiment nécessaire. Mais ici, on va avoir, par exemple, des attributs et on va avoir, bon, là, ils vont nous dire ici, avant de pouvoir créer des variations de ces chats-là, il faut avoir des attributs. Alors, quand on parlait de taille tantôt, de grandeur ou de condiment, c'est un exemple d'attribut. Alors, ce qu'on va faire, on va faire ça. Et je vais mettre ma petite description tout de suite. C'est un petit peu trop obvious, ça. Ici, vient un petit peu, là, je vais faire un attribut seulement pour ce produit-là. Alors, je vais le faire directement de la page dans laquelle je suis. Par contre, si je voudrais faire des attributs qui seraient utilisés de façon plus globale pour plusieurs produits, je sortirais d'ici et j'irais le faire directement dans l'interface de WordPress où on voit les produits, les catégories, les attributs, etc. Dans ce cas-ci, on ne fait qu'un produit variable aujourd'hui. Alors, allons-y. Qu'est-ce que je vais écrire? Ouais, OK, ça peut marcher, ça. Merci. Et là, ben, on peut rentrer différentes informations par rapport à nos arrière-trains de chat. Alors, on pourrait dire... comme ça. On sauvegarde nos attributs. Et ensuite, on va créer des variations à partir de tous nos attributs. Alors, on pourrait avoir plus qu'un attribut normalement. Et là, c'est là où vient en ligne de compte votre connaissance ou votre mémoire de vos mathématiques de 5e année, je pense. Alors, essentiellement, c'est le nombre d'attributs. Ben, si vous avez 3 attributs qui ont chacun 3 variables, à ce moment-là, on va avoir 3 fois 3 fois 3. Si vous utilisez les attributs pour chacun des produits. Alors, 3 fois 3, ça fait 9, fois 3, ça fait 27. Et là, on commence à avoir énormément de plaisir parce qu'un client peut vous arriver et dire « Ouais, mais moi, mon produit, il va avoir 8 attributs. » Puis là, on est « Oh my God, ça va être le fun. » Et il faut aussi se rappeler que dans votre catalogue de produits, peu importe le nombre de variations, il n'y a seulement qu'un produit qui va apparaître avec des, en bon français, des drop-downs pour choisir les critères de votre produit avant de l'ajouter au panier. Donc, si je vais demander de créer toutes les variations à partir des attributs, on va me dire « Êtes-vous certain? » Je vais dire « Oui. » Et là, on va me dire qu'on a 4 variations qui ont été ajoutées. Et voici nos 4 variations, selon ce que j'ai rentré dans la case tantôt. À ce point-ci, ce qu'on peut faire, c'est entrer dans une variation. Et théoriquement, je pourrais aller mettre une image de chat jaune. Je pourrais aller mettre une image de chat vert, etc. Je peux également définir qu'il va y avoir des SKU qui vont être différents par chat. Je peux également déterminer que le prix va être en fonction du chat. Je peux également déterminer que certains items vont aller rajouter sur le prix d'un produit. On va voir tantôt dans les questions, justement, que quand je dis ça devient intéressant, ben, il faut vraiment un petit peu se casser la tête pour le client. On parle ici de modélisation de vente de produits.
Quand on va chez Walmart, c'est facile. S'ils ont 4 modèles de chats avec 4 couleurs, 4 grandeurs, ils sont tous sur la tablette. Et la personne amène le chariot, met tous les chats sur la tablette et s'en va et c'est terminé. Nous, on doit créer un système, on doit créer une façon de modéliser toutes ces variations-là de produits. On n'ira pas dans tous les détails aujourd'hui, mais je veux juste apporter à votre attention que ça nécessite d'être peut-être réfléchi un petit peu avant de peser les boutons. Donc, on a tous nos produits qui sont ici, différentes variations. On doit absolument mettre un prix parce que c'est requis. Alors, celui-ci va être, je ne sais pas moi, 3,99. Oui, bonjour. Oui. Vous pouvez le faire une seule fois, effectivement. Quand je disais tantôt, on n'a seulement qu'un produit, alors je l'ai fait directement dans le produit, c'était plus simple. Mais effectivement, je m'attendrais à ce que dans la création d'une boutique de commerce ou commerce, on irait créer nos attributs au début. On déterminerait, bon, ben, saveur, et puis là, je vais avoir amande, chocolat, vanille, citron, etc. Et après ça, eh bien, il va nous être possible de seulement choisir l'attribut déjà créé à la place de le créer directement dans l'interface. Oups, j'ai déjà brisé un autre bureau ce matin. C'est pas le temps. Et le champ intéressant, peut-être beaucoup plus cher. Alors, à ce point-ci, j'ai rentré mes informations, mes attributs, j'ai sauvegardé mes variations. Faites attention, on n'a pas sauvegardé le produit, on a sauvegardé les variations. Alors là, c'est important de retourner et de publier parce qu'on n'avait pas terminé la job. Je publie mon produit. Je vais ouvrir dans un autre onglet. Et là, c'est le fun, ça. Alors, choisissez votre de chat. Et là, on a l'arrière-train comme étant un des attributs. Et en fonction de l'attribut qu'on va sélectionner, il va y avoir un prix. Parce que présentement, je ne peux pas ajouter au cart. Ce n'est pas possible. Je dois absolument faire une sélection. Je vais apporter votre attention au fait qu'il est possible également de forcer une sélection par défaut. Alors, vous pourriez, par exemple, dire, ben, c'est le champ intéressant par défaut. C'est une stratégie marketing. Vous partez avec le plus cher. Il y en a d'autres qui partent avec le moins cher, d'autres avec le milieu. Ma préférence à moi, c'est de ne pas en mettre. Pourquoi? Pour forcer la personne à devoir faire un choix et voir toutes les possibilités. Mais c'est un choix personnel. Mais il ne s'applique pas dans tous les cas non plus. Ça, c'est la courte description qui est ici. Et si j'avais une longue description, elle serait ici. Oui. Là, on n'a pas désactivé les reviews. Alors, théoriquement, quelqu'un pourrait venir ici et pourrait laisser des commentaires par rapport au chat. Est-ce qu'il est vraiment intéressant? Des choses comme il est peut-être rouge, il n'est pas jaune, vous êtes trompé. Ça, c'est un choix aussi. Est-ce qu'on active les reviews ou non? Est-ce qu'on permet aux gens vraiment de laisser des commentaires? C'est un couteau à deux tranchants. Ça aide énormément les ventes quand c'est positif. Ça a un effet un petit peu contraire quand c'est négatif. On le sait tous, on va sur Amazon, alors on sait comment ça fonctionne. Oui. Non, on pourrait vraiment spécifier les défauts. Si on avait 3 attributs, on pourrait spécifier un attribut, laisser les 2 autres ouverts. Ou on pourrait vraiment spécifier, ça va être, par exemple, dans l'exemple de notre T-shirt, on pourrait spécifier que l'achat par défaut va être un T-shirt moyen jaune. Et là, il y aurait déjà un prix affiché. La personne pourrait peser sur le bouton Add to Cart. Est-ce que c'était ça la question? Oui. OK. La question, c'est si on avait des T-shirts et des polos, comment est-ce qu'on fait pour donner peut-être un choix à la personne ou mettre en valeur peut-être certaines choses? Mais pour moi, un T-shirt et un polo, c'est 2 produits différents. Alors, ils ne seraient pas sur la même page en partant. Quand je suis sur un T-shirt, je suis sur un T-shirt. OK. Oui. Oui, absolument, oui.
Non, on peut le faire à n'importe quel moment, mais c'est certain que quand on commence à les entrer manuellement, si après on va créer des attributs, par exemple, votre boutique a 5 produits et tout d'un coup, vous achetez un compétiteur et vous en avez 550, il est possible que vous ayez à retourner dans chacun des 50 produits initiaux, enlever l'attribut qui a été entré manuellement et là, à ce moment-là, de créer votre attribut à travers WordPress Interface pour venir les réassocier à tous vos produits d'un coup. C'est une opération un petit peu en 2 étapes. Parce que sinon, il y aura peut-être une désynchronisation éventuellement. Parce qu'on veut, c'est qu'il y ait une consistance à travers le catalogue de produits affichés. Donc, ceux qui sont entrés manuellement ne prendront pas avantage peut-être des nouvelles variations, des nouveaux attributs ou des éléments d'attributs qui vont avoir été créés plus tard. Viens voir après, on pourra jaser. Ah, ça c'est... ouais. Non. Pour chacun des produits, on peut déterminer quels sont les attributs par défaut. Non. Quand vous définissez d'avance, tout ce que vous faites, c'est de dire voici mes tailles et voici toutes les tailles disponibles. On ne définit pas les défauts à ce niveau-là. Les défauts sont toujours définis au niveau du produit unique. Okay? Donc, chaque produit, un T-shirt, on peut dire c'est vert moyen, un polo, on peut dire que c'est extra large jaune. Je vais essayer d'avancer un peu, je m'excuse. On va peut-être essayer d'avancer. Il y a beaucoup de questions, je ne vous oublie pas. Donc, dès qu'on a ça, ou bien on a notre produit intéressant, bien, le produit change, et puis en fonction de ça, on va faire notre Add to Cart. Je vais retourner à mon interface ici. On voudrait ajouter un produit de type abonnement, mais là, celui-là, ça nous prend vraiment un plugin qui coûte des sous. Alors, on va aller l'acheter. WooCommerce Subscriptions, c'est peut-être même la version la plus récente. Non. Ça va vite la technologie. Alors, on a fait l'activation de notre plugin. Essentiellement, il nous arrive tout de suite avec la question, est-ce que vous voulez rajouter un produit de type abonnement? Alors, oui, on va y aller. On va se lancer. On va faire un abonnement de chat. J'ai jamais vu ça. Je pense que c'est assez révolutionnaire. On va aller chercher notre image. Alors, on a notre abonnement de chat et là, on peut avoir du fun. On peut avoir des abonnements simples, on peut avoir des abonnements variables. Alors, imaginez, vous avez un produit de type variable qui peut être acheté sur une base d'abonnement avec un coût de départ ou non, un frais de départ, et un prix mensuel. Et puis là, le prix peut être mensuel, mais il peut être également annuel, il peut être bimensuel, etc., toutes les semaines, tous les jours, si vous voulez vraiment faire de l'argent. Donc, vous avez énormément de possibilités. Alors moi, l'abonnement d'un chat, je pense que ça va être un abonnement qui va être probablement mensuel. On a le temps de s'habituer, mais un petit peu de cette année aussi. Et puis, on va le mettre à 99 $. Vraiment, c'est comme un paquet de gomme. C'est un achat impulsif. Il n'y aura pas de frais de départ et on n'a certainement pas de free trial. Une fois que le chat part chez le client, on ne veut pas que ça revienne. Alors, c'est aussi simple que ça. Ensuite, on met notre petite description. Et je publie mon produit d'abonnement. Et on va aller voir notre abonnement de chat. Alors, c'est notre abonnement de chat. Vous allez remarquer qu'il n'y a pas de Add to Cart. Là, on demande à s'abonner. Sign up now. On peut changer ces termes-là en passant, autant que ce soit en anglais ou en français, naturellement. Et là, ben, ce que ça veut dire, et puis là, lui, on va l'acheter. On va vraiment passer à travers le checkout. On n'a pas configuré Stripe, alors on va voir qu'est-ce que ça donne. J'ai des clés, si nécessaire, pour qu'on puisse faire assemblant d'acheter le produit. Alors, on va rajouter ça dans notre panier.
Alors, l'abonnement de chat a été ajouté à mon panier. C'est fantastique. On est heureux. On va dans notre panier. On a un abonnement de chat. Vous m'excuserez, mais on a les problèmes qu'on a tantôt. On a un petit peu de problème de CSS ou de largeur d'écran. Alors, on a un abonnement de chat dans notre panier. On a un 99 $ par mois. On a une quantité seulement de 1. On pourrait jouer avec les quantités. On pourrait dire, ben l'abonnement minimal, c'est 2 chats, parce que ça s'ennuie. Ou on pourrait dire, c'est seulement 1 maximum, on ne peut pas le changer. Alors, on a vraiment accès à changer ces différentes composantes-là. Et donc, est-ce qu'on a un coupon? Ben non, on n'a pas été voir sur Red Flag Deals, donc on doit continuer. Et là, ça, c'est intéressant ici. Moi, je l'utilise là sur mon entreprise où on vend des abonnements. On peut faire un prorata, c'est-à-dire que vous pouvez dire, ben moi, mes abonnements, ils commencent toujours le 1er du mois. Alors là, ben voici le prix que ça va te coûter jusqu'au 1er du mois suivant. Et à partir du mois suivant, ça va être le plein tarif à 99 $ par mois. OK? Ou bien, on peut tout simplement dire, l'abonnement, c'est de la date que tu l'as acheté jusqu'à la même date pour la période définie. Alors, moi, 113,83 $ par mois pour un chat, je trouve que c'est un vraiment bon deal. Alors... Ah, c'est une très bonne question. Je vais le mettre dans les ventes croisées, ça. Et à ce moment-là, ben, on pourrait passer, là, ici, ils nous disent qu'on n'a pas de passerelle de paiement. Je n'ai pas mis les clés de Stripe, donc c'est tout ce qui manque. Mais essentiellement, c'est ça. On vient de créer 3 produits très rapidement. Un produit simple, un produit variable, un produit type abonnement. Je vous dirais, si vous songez à avoir une plateforme où il y a des abonnements, où il y a des produits qui pourraient utiliser ça, vous allez trouver que le plugin coûte cher. Okay? Je pense qu'il est 200 $ américains, c'est comme 5000 $ canadiens. Mais il faut ce qu'il faut. C'est le coût de faire des affaires, comme on dit. Mais honnêtement, c'est un plugin qui est très puissant, très solide, fonctionne bien, mis à jour fréquemment. Moi, en tout cas, fortement recommandé. Et je vais avoir l'air de parler pour Automattic / WooCommerce, mais je vais vous le dire, d'expérience, puis j'en ai fait des projets e-commerce à travers les années, prendre des plugins de e-commerce qui ne sont pas faits par Woo, ben, je dirais, faites attention, faites vos tests, parce que les mises à jour, des fois, tardent un peu par rapport aux mises à jour de WooCommerce. Et WooCommerce a des sorties qui sont rendues très agressives. Les échéanciers de développement vont vite, les bugs fixes, les versions sortent rapidement. Donc, faites attention d'où vous achetez vos plugins pour WooCommerce. Oui? Non, WooCommerce est absolument gratuit. Non, c'est vraiment juste la dernière fonctionnalité, là, la possibilité de vendre des chats par mois. Ça nécessite un plugin différent. C'est ça. Donc, subscription, abonnement. Mais pour les autres, tout ce que j'ai montré à date aujourd'hui, tout est gratuit. C'est une licence, 200 $ pour l'achat du plugin. C'est un plugin GPL si vous voulez avoir les abonnements, les mises à jour. Ensuite, le renouvellement, si je ne me trompe pas, est d'environ 50 % coût annuel du coût d'achat initial. Donc, l'année suivante serait 100 $ US pour continuer à recevoir les mises à jour. Oui. Non, je sais que j'ai des experts ici qui connaissent bien ces plugins-là. S2 Member, c'est plus la gestion de membres puis la gestion des rôles et privilèges des gens qui vont sur le site. Donc, en fonction de qui ils sont et les groupes auxquels ils appartiennent, ils vont avoir accès à différents contenus. Et ça pourrait être de la possibilité d'acheter des choses. Mais ça pourrait simplement être ce qu'on appelle du content dripping, donc de donner à des gens la possibilité de voir certains contenus en fonction de ce qu'ils ont payé ou non, ou leur rôle. Ça, c'est S2 Member, mais ce n'est pas le seul. Il y a plein de gens, je pense que vous devriez peut-être avoir une conversation de corridor. Il y a beaucoup de plugins qui font ça. On parle de frais d'installation pour? Absolument. C'est du code GPL. À partir du moment où vous l'avez, vous pourriez l'installer théoriquement où vous voulez. Mais je recommande fortement d'avoir une clé, donc une licence pour chaque installation, parce que vous allez bénéficier des mises à jour automatiquement dans votre tableau de bord. Et quand on parle de commerce électronique, d'avoir des plugins qui ne sont pas à date, ben, c'est vraiment de laisser sa porte débarrée pour les voleurs. OK? Donc, passer rapidement
on a vu ces différentes choses-là. Il fallait que je mette beaucoup de chats, alors j'ai trouvé une excuse. Et puis, oh. Il nous reste combien de temps? Est-ce qu'il nous reste du temps? Excusez-moi? Moins 8. OK, on va faire ça vite. OK, OK. Écoutez, la première chose que je voulais vous dire, ben, comme je disais, là, on a fait des produits, on est en vente, théoriquement, on est en ligne, et on a les commandes qui rentrent, et on ne sait plus où donner de la tête. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, premièrement, si on ne sait plus où donner de la tête, on a fait une bonne job de marketing. Mais si on n'a pas fait une bonne job de marketing, ben ça, c'est quand même important aussi. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder marketing, gestion des opérations. Là, ça me prenait une photo de chat aussi, fait que là, j'ai eu ça. Alors, quelques questions qu'il faut se poser en termes de gestion des opérations. Parce que, rappelez-vous, on a un magasin, on a une boutique, on vend des produits, on a des relations à la clientèle, on a du suivi, on a tout ça. Alors, une des questions, c'est qui va recevoir les notifications de commande? C'est facile si vous êtes fleuriste, vous êtes tout seul dans la shop. Mais si vous êtes une équipe, qui va. C'est à quelle adresse courriel qu'on envoie ça? Et si c'est l'adresse courriel d'un employé puis il n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Puis si c'est l'adresse courriel générale de la boutique, puis quelqu'un fait la commande, puis l'autre personne ne sait pas que personne numéro 1 a pris la commande, la prépare en arrière, puis commence à préparer la commande en double, qu'est-ce qui se passe? C'est nono comme question, mais c'est de la gestion des opérations. Il faut que quelqu'un pense à ça. Okay? Si vous avez quelqu'un qui s'en va dans un warehouse en arrière, commencer à faire du stock picking pour ramasser 22 items pour une commande, vous avez 2 personnes qui font la même chose, vous venez de perdre du temps d'employé à cet endroit-là. L'autre chose, ben, c'est bien beau, une fois qu'on a les choses, comment on fait pour les emballer? J'ai fait des sites web qui vendaient des maillots de bain. Ben, on a passé une journée à discuter. C'est un produit de luxe, c'est un beau produit, il faudrait qu'il y ait un bel emballage, ça prend du papier de soie, une belle boucle, une carte, etc. Il faut y penser à ça. On ne fait pas juste aller chez Post Canada, prendre notre produit, le mettre dans une enveloppe padée. Là. Il y a peut-être du branding à faire. Écoutez, il y a une industrie au complet de jeunes. J'ai le droit de dire ça parce que je suis moins jeune. Là. Mais il y a une industrie au complet là, qui font du unboxing pour des produits Apple. C'est qui va avoir le premier iPad 29, qui va le sortir de la boîte, le filmer au ralenti et montrer comment c'est extraordinaire. Alors, je veux dire, mais le unboxing, c'est vrai. L'expérience d'achat comprend la réception du produit par le client. Il faut y penser à ça. Quelqu'un doit y avoir pensé. Et puis dans la boîte, est-ce qu'on va mettre une étiquette de retour si le produit est brisé ou endommagé ou la cliente ou le client n'est pas satisfait? Puis si on met une étiquette de retour, est-ce qu'elle est prépayée? Qui paye l'étiquette de retour? Est-ce que c'est le client ou est-ce que c'est vous? Avez-vous pensé à ça avec Post Canada ou Puro, etc.? Ces questions-là, ça se pose. Okay? C'est important parce que ce n'est pas le jour où on reçoit 22 commandes qui doivent être sorties pour dans 2 jours qu'il faut y penser. Il faut que vous en parliez à votre client. Il faut que vous décidiez ça dès le début du processus. Pendant que vous faites le site, le client doit déterminer ces étapes-là. Qui va ajouter et modifier les produits au catalogue et de quelle façon? Bon, comme je disais, une boutique à 10 produits, on en ajoute un, on le fait manuellement. Mais une boutique à 500 produits, on a 50 nouvelles variations, qui va le faire? Est-ce qu'on le fait manuellement? Est-ce qu'on fait une importation par un fichier? Si oui, de quelle façon? Est-ce qu'on a une boutique multilingue? Qui va faire la traduction? Est-ce que les prix sont différents en fonction des endroits où on va vendre notre produit? Ces questions-là se posent. J'ai des clients qui vendent le même produit à un prix différent au Canada et aux États-Unis. Bien, savez-vous quoi? C'est impossible de faire ça si vous n'avez pas un multisite. Il faut y penser, parce que sinon, on peut se rendre loin à faire des erreurs si on n'a pas posé ces questions-là dès le début. Oui. Si vous voulez vendre des produits à des prix différents en fonction de l'endroit où ils vont être envoyés, ou si vous avez, par exemple, dans le cas de mon client, il veut vendre aux États-Unis en devise US et au Canada en devise canadienne. Normal, vous direz. Mais ça, c'est pas simple à faire. Alors, il faut les avoir, ces questions-là, la structure technique en arrière, qu'on puisse la supporter. Et le dernier, avez-vous des politiques de confidentialité et de conditions de vente? Si vous n'en avez pas, votre client essentiellement peut se plaindre à vous, à l'Office de la protection du consommateur, n'importe quoi. Vous n'avez aucune règle qui vous protège. Rappelez-vous, un contrat protège celui qui vend le produit, pas celui qui l'achète. Si vous n'avez pas ça en place, théoriquement, c'est l'Office de la protection du consommateur qui prime. Alors, vous n'aurez rien à dire si quelqu'un se plaint contre vous, ou bien au Better Business Bureau, par exemple. En termes de marketing et promotion, certaines choses qu'on a parlé, on va y aller vite, vite. Les frais d'expédition, bon, il y en a qui disent, moi, je ne veux pas perdre d'argent avec les frais d'expédition. Là. Je veux dire, je suis désolé pour vous, là, mais vous allez probablement en perdre.
OK? C'est un cost of doing business de nos jours de plus en plus. Parlez à des spécialistes en expédition, en commerce électronique, ils vont vous le dire. Le seuil psychologique dans le commerce de détail pour des achats en ligne, c'est 10 au Canada et ça s'en va vers le 7 bientôt. OK? Donc, si vous dites, ben moi, là, je vais mettre le plugin de Canada Post et ça va me dire que quand j'envoie de Montréal à Vancouver, ça me coûte 22,50, votre client va, on va appeler ça un cart abandonment. OK? C'est trop cher. Et deuxièmement, c'était imprévisible pour le client d'avoir ce frais supplémentaire-là jusqu'à la dernière seconde. Le monde aime les surprises, pas les mauvaises surprises. OK? Une infolettre. Est-ce que votre client va avoir une infolettre? Si oui, un super bel endroit pour récolter le premier opt-in d'un client, c'est au checkout. Parce que le client n'a pas le choix dans WooCommerce de mettre son adresse électronique pour recevoir une notification d'achat, notification d'envoi, la facture finale, etc. Donc, demander son approbation pour l'ajout à l'infolettre à cet endroit-là. C'est une fonctionnalité dans WooCommerce, c'est un hook ou un filter. Il y a des plugins qui se vendent si vous voulez peser sur des boutons. Super simple. Pensez-y, par exemple, parce que, comme RBO, pensez-y. C'est important. Je veux dire, le marketing actif, après ça, ces clients-là, il n'y a rien de plus facile que de faire revenir un client qui a déjà acheté chez vous versus faire l'acquisition de nouveaux clients. Pour le prix, bien, dans WooCommerce, on peut faire des coupons, on peut faire des rabais de quantité. Est-ce qu'on va faire des escomptes sur l'achat de kits? Vous avez des plugins qui sont très évolués, qui permettent de dire, bien, achetez-en 3, obtenez le 4e gratuit, ou bien vous achetez 3 T-shirts, je vous donne un pantalon. Ces promotions croisées-là sont possibles, sont disponibles. Parlez-en avec votre client, OK? Parce que c'est la différence entre un magasin qui va faire, par exemple, je ne sais pas, moi, 5 000 $ par mois, puis peut-être 8 000 $ par mois, grâce à ces fonctionnalités supplémentaires-là. Est-ce que les médias sociaux vont être utilisés? Si oui, comment? Et donc, est-ce qu'on affiche tous nos nouveaux produits ou non? Est-ce qu'on affiche un blog? Est-ce qu'on a un Facebook, un Twitter, un Instagram, tout ça? En fonction de la démographique que vous allez viser, vous allez choisir certains réseaux sociaux. Ça a l'air que Facebook, maintenant, c'est pour les vieux. Si vous voulez rejoindre les jeunes, c'est Snapchat puis Instagram. Puis demain, ça va être d'autres choses. OK? Donc, en fonction de votre démographique, choisissez à quel endroit vous allez faire vos promotions. Je ne passerai pas trop de temps sur SEO analytique. Par contre, je vais dire que c'est essentiel. La preuve, c'est que si vous travaillez, mettons, vous faites une boutique pour un client, si vous ne faites pas d'SEO ou d'analytique, éventuellement, le client va vous demander une référence qui en fait ou il va trouver quelqu'un parce qu'il va vouloir faire du fine-tuning, de l'optimisation de sa boutique. Et là, ce qu'ils vont dire, c'est, bien, c'est quoi ton compte Google Analytics? Puis là, ils vont vous le demander. Bien, c'est quoi le compte Google Analytics, Jean-François, que tu m'as mis sur mon site? Je ne sais pas. On n'en a pas fait. Ça ne coûte rien, un Gmail. Un compte Google Analytics ne coûte rien. Alors, offrez-le à votre client, mettez-le dans votre offre de service. On va vous configurer, connecter sur Google Analytics. Quand il y en aura besoin, ça sera là. Puis Google Analytics jase très bien avec WooCommerce et il est possible également de faire des goals, des targets, pour voir le taux de conversion, pour voir dans le flot d'achat du produit à quel endroit il y a un abandon. Et le dernier, bien, encore une fois, assez complexe, mais les tests AB. Et puis, ceux qui étaient ici juste avant ont fait des tests AB. Essentiellement, c'est de dire, bien, j'aimerais ça montrer le produit avec 2 images différentes et voir c'est quoi la réception. Est-ce que 1000 personnes qui voient l'image du chaton en noir et blanc versus l'autre qui est bleu et jaune, quel qui vend mieux? OK? Ces analyses-là sont possibles aussi. Parlez-en à votre client. Mais ça, c'est des choses qui se font après. OK? Il y a certains des points que j'ai mentionnés ici, comme le frais d'expédition, l'infolettre et puis, je dirais, les médias sociaux doivent être pensés avant. Le reste peut être pensé après. Mais c'est certainement des discussions qui doivent avoir lieu avec vos clients. Donc, moi, ça conclut ma présentation. Merci beaucoup d'être resté un petit peu plus longtemps.